Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Mathieu Six, gérant chez Rothschild. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va aujourd'hui, dans le cadre de notre calendrier du mois de juin, on va aborder les marchés financiers et faire un point macro sur cette première partie de l'année, sur ces presque premiers 6 mois. Et ensuite, nous parlerons de notre nouveau fonds P2C Harmonia. Je vais tout de suite laisser la parole à Mathieu sur la partie macroéconomique. Oui, donc bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir sur ce premier slide, on constate un petit bilan donc pratiquement sur ces 6 premiers mois des différentes classes d'actifs. Vous l'avez bien noté, les marchés sont très chahutés, notamment depuis ces quelques dernières semaines. Vous avez donc sur la partie de gauche les performances des principales classes d'actifs. En rouge, on a mis un autre, puisque ce sont les classes d'actifs qui ne sont pas forcément les plus fréquentes dans les portefeuilles. Vous pouvez constater que finalement, on n'a que deux endroits où on pouvait se cacher, entre guillemets, depuis le début de l'année, c'était les matières premières, les produits de base et l'or. Le reste de la cote, donc que ce soit classe d'actifs, equity, actions en bleu ou obligations en jaune, tout est négatif. Il n'y avait donc nulle part où se cacher et c'est la première fois que 2 trimestres d'affilée où les actions et les obligations baissent. C'est la première fois sur 2 trimestres que ça arrive sur les 40 dernières années. Donc, on est vraiment dans une situation particulière. Et à droite, vous avez donc les performances des principales places boursières depuis le début de l'année également. Et là aussi, vous pouvez constater que peu d'endroits où se cacher, seulement 2 pays côté émergent, le Brésil et Singapour, qui sont encore en performance positive. Tout le reste également était négatif. Et vous pouvez voir aussi, chose nouvelle peut-être par rapport à ces dernières années, vous avez tout en bas le Nasdaq, le grand gagnant de ces dernières années, qui est en baisse de plus de 24% au 13 juin, et je ne prends pas en compte les 2 dernières séances. Alors, pourquoi on a eu ces baisses depuis le début de l'année? Alors, sur le slide suivant, vous avez, selon nous, les deux, tout au long de cette présentation, on va avoir les deux points d'interrogation qui nous attendent pour les prochains mois. Donc, la première partie, c'est l'inflation. Alors là, vous avez donc les principales matières premières, leur évolution depuis la fin de l'année 2020. Comme vous pouvez le constater, tout est en très forte hausse. C'est une inflation qui vient de l'offre. Il n'y a pas assez d'offres suite à la partie Covid que nous avons connue. Donc, on a eu un appareil productif qui a été stoppé. D'un seul coup, on a libéralisé ce pouvoir d'achat et donc tout est parti sur la consommation et la production n'a pas pu faire face à la consommation. Tout ça en plus avec notre événement qui s'est déroulé à partir de février, donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc a entraîné une forte hausse des principales matières premières et qui commence à se divulguer dans le reste de l'économie. Alors sur le slide suivant, vous avez sur la partie gauche les prix à la production. Donc forcément, quand vous êtes une entreprise, vous avez donc besoin de matières premières pour transformer et produire vos produits. Et vous pouvez constater, donc là également, depuis sur les derniers mois, une forte hausse de tout ce qui est prix à la production. Donc, par exemple, en jaune, vous avez la partie zone euro, donc plus de 35% de hausse sur un an. Donc, quand vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de vos matières premières, en moyenne, elles ont augmenté de 35%. Le problème, c'est quand vous êtes une compagnie et que vous voulez vivre, vous avez besoin de répercuter ce prix sur vos prix de vente. Et à droite, vous avez les prix à la consommation. Alors, bien sûr, la hausse est dans une moindre mesure. Le problème, c'est qu'il y a un temps de latence entre les deux. Forcément, le temps que vous produisez votre bien, vous allez impacter le prix un peu plus tard sur la consommation quand vous allez avoir vos marges qui commencent à baisser. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas capables, ne peuvent pas impacter la hausse des prix à la production sur les prix de consommation. Vous avez les entreprises qu'on appelle qui ont du pricing power, donc notamment les boîtes de luxe, que vous connaissez tous. Là, effectivement, la clientèle est plutôt bien aisée, donc les prix sont plus faciles à répercuter. Quand vous êtes sur une société à faible marge, notamment dans la distribution, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué d'impacter les hausses de prix sur vos prix de vente. Et là, c'est ici qu'on commence à avoir un problème. Et c'est pour ça que les marchés baissent depuis le début de l'année. C'est qu'on ne sait pas jusqu'où va monter cette inflation et à quel point elle va impacter les prix à la production, donc les prix à la consommation et enfin la croissance. Donc, on est à ce moment-là de l'économie où on est en train de se retourner sur la partie croissance en anticipant une inflation qui va rester élevée. Alors, sur le slide suivant, vous avez donc les perspectives de croissance et d'inflation des principales zones sur les prochaines années. Alors, vous le savez, 2021 a été une année exceptionnelle puisqu'on sortait d'une année catastrophique avec la fermeture d'une économie qui s'est réouverte donc, au fur et à mesure tout au long de l'année 2020 et 2021, malgré les différents variants que nous avons connus. Et donc, les perspectives de croissance ont été relevées tout au long de l'année 2021. Le
problème, c'est qu'en 2022, comme vous pouvez le voir dans le tableau du haut, vous avez donc une baisse des prévisions de croissance. Pourquoi? Parce que vous avez en bas cette hausse d'inflation. Voilà. Donc forcément, quand vous avez tout qui monte dans vos biens à la fois courants et durables, vous avez un impact à un moment sur votre croissance, puisque vous n'avez plus le pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir consommer comme vous le faisiez avant. Et vous pouvez constater que sur 2023, c'est la même chose. Alors, petit point positif tout de même, hein, c'est qu'on pense que 2023, l'inflation aura fait un pic sur l'année 2022 et qu'elle va commencer à rebaisser sur l'année 2023. Et donc, sur la croissance, on aura une croissance mondiale qui sera plutôt stable par rapport à l'année 2022. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Avec, par contre, des divergences au niveau des zones. USA, zone euro en baisse et pays émergents en hausse. Alors, sur le slide suivant, vous avez donc l'impact de cette inflation sur les politiques monétaires. Ça, c'est le point le plus important, puisque vous savez que pendant des années et des années, donc notamment depuis Lehman Brothers, on a des banques centrales qui sont intervenues massivement sur les marchés pour soutenir l'économie. Elles pouvaient le faire puisqu'il n'y avait pas d'inflation. La grande différence cette année, c'est qu'on a une inflation qui explose et le seul moyen pour combattre cette inflation, c'est de relever les taux qui étaient extrêmement bas depuis des années. Alors, vous pouvez le voir à gauche, c'est le bilan des banques centrales, l'évolution justement depuis cette fameuse crise de Lehman. Alors, ce sont les trois principales banques, le bilan des banques centrales, donc la Banque centrale européenne en bleu, la Banque du Japon en jaune et la Réserve fédérale en rouge. Et chose intéressante, c'est que pendant Lehman, qui était la plus grande crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, le bilan de ces trois banques centrales a monté de 2000 milliards dans l'espace de quelques années. Depuis Covid, le bilan de ces trois mêmes banques a monté de 10 000 milliards. Donc, énormément d'argent ont été mis dans le système financier pour le soutenir et donc a créé un petit peu partout des bulles financières qui sont en train donc de se corriger. Et à droite, vous avez donc les premières conséquences de cette inflation forte. On a des banques centrales qui sont obligées de réagir. Alors là, à droite, vous n'en avez que trois. Vous avez la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque du Canada, mais il faut savoir que c'est plus de 60 banques dans le monde qui auront monté leur taux. Et la dernière qui a avoir annoncé qu'elle allait le faire et qui n'a pas encore fait, vous l'avez peut-être subi, c'est la Banque centrale européenne qui, au mois de juillet, va commencer, elle aussi, à remonter ses taux pour pouvoir combattre cette inflation. Alors, sur le slide suivant, elles sont obligées donc d'intervenir. Pourquoi? Parce que vous avez donc des statistiques à la fois qu'on appelle donc hard, donc les statistiques en dur, ou alors celles par anticipation qui sont en train de se détériorer. Donc, à gauche, vous avez donc le fameux CPI, donc les prix à la consommation, donc la forte évolution qu'on constate aux États-Unis. Et en jaune, vous avez le salaire horaire moyen réel des Américains. Donc, vous pouvez voir que le salaire réel est en forte baisse. Pourquoi? Le salaire monte, il y a une inflation salariale, cette fameuse boucle prix-salaire que tout le monde souhaite combattre parce que généralement, c'est annonciateur d'une récession. C'est pour ça d'ailleurs que les banques centrales remontent leurs taux. Et vous pouvez constater que même malgré la forte hausse des salaires aux États-Unis, elle ne compense pas la forte hausse du prix des biens. Et donc, le pouvoir d'achat aux États-Unis est en train de se détériorer. Alors, ça ne se voit pas encore dans toutes les statistiques, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un gros point d'interrogation. La question, c'est est-ce que les banques centrales vont être capables de combattre l'inflation en évitant une récession? Alors, pour l'instant, le taux de chômage est au plus bas, donc ça, c'est la bonne nouvelle, ne faiblit pas pour l'instant, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu un pays tomber en récession avec un taux de chômage si bas. Le problème, c'est donc la confiance des consommateurs. Vous voyez sur le graphique du milieu, la ligne en bleu, qui est en forte baisse. Alors, on est revenu sur le niveau de 50, qui détermine qui est la zone à ne pas dépasser, puisqu'au-dessus, vous êtes en expansion, en dessous, vous êtes en contraction. Donc, on est revenu sur une zone de turbulence. Le consommateur, puisqu'il voit son pouvoir d'achat se détériorer, commence à perdre confiance dans l'avenir. Et s'il perd trop confiance dans l'avenir et qu'il arrête de consommer, ça provoque une chute de croissance, voire une récession. Et vous pouvez le voir à droite, donc le taux d'épargne qui lui aussi a beaucoup baissé, forcément. Pendant plusieurs mois, le consommateur américain, comme beaucoup de consommateurs dans le monde d'ailleurs, ont été cantonnés à la maison en recevant de l'argent de la part du gouvernement, mais sans pouvoir le dépenser. À la sortie de ce confinement, il a massivement consommé. C'est pour ça qu'on a eu des chiffres de croissance qui étaient très, très élevés. Mais maintenant,
effectivement, ce taux d'épargne est revenu à la normale. Donc, le stock d'épargne qui avait été fait commence à s'épuiser. Alors, il reste encore conséquent. Là aussi, hein, c'est pour ça que le chemin sera compliqué, mais il est tout à fait possible que les banques centrales arrivent à éviter une récession. Pourquoi? Parce qu'on a donc cette confiance qui reste quand même encore sur des niveaux assez élevés. On a un taux de chômage qui reste très bas et vous avez encore un stock d'épargne qui diminue, mais qui continue à être investi dans l'économie, qui continue à soutenir l'économie. Alors ça, c'est pour la partie américaine. Sur le slide suivant, vous avez la partie zone euro. Alors là, c'est la même chose. Hein. Pareil, inflation en jaune sur le graphique de gauche en forte hausse. Le taux de chômage qui, lui, est même plus bas qu'avant l'épisode Covid. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, vous avez des salaires qui chauffent. C'est-à-dire qu'ils montent, mais là aussi, moins que l'inflation. Et donc, le pouvoir d'achat commence à s'éroder. Alors, pour l'instant, là aussi, ça ne se voit pas trop sur les ventes de détail, qui, là, pour le coup, est un indicateur en dur du niveau de consommation des Européens. Alors, on voit sur le graphique du milieu qu'il est en baisse, mais il est toujours sous sa ligne de tendance qui prévalait et qui prévaut depuis de nombreuses années. Le problème, c'est qu'il commence à être impacté. Et alors là aussi, toute la question va être de savoir à quel point les banques centrales vont être capables de pouvoir limiter cette baisse du consommateur en évitant donc cette récession. Et au niveau des indicateurs avancés, là aussi, vous voyez qu'on a passé la zone d'euphorie qui faisait suite à la couverture de l'économie. On reste encore en zone d'expansion. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle, mais ce sont des indicateurs avancés qui vont continuer à s'effriter au fur et à mesure que l'inflation va rester élevée. Donc là aussi, des zones de turbulence, mais avec quand même des forces de rappel qui permettent à l'économie, en tout cas pour l'instant, de ne pas flancher. Et enfin, sur la dernière zone qu'on voulait évoquer, c'est la Chine, puisque ça, pour nous, c'est le deuxième gros point d'interrogation. Oui, un sujet qui intéresse aussi nos clients parce qu'on est aussi investi. Voilà. Alors, la Chine, c'est intéressant puisque c'est une zone, bien sûr, vous le savez, qui est complètement différente des pays occidentaux. C'est un pays qui a déjà beaucoup travaillé sur l'après-Covid. C'était le premier pays à être entré dans la crise sanitaire, mais c'était aussi le premier, en tout cas à l'époque, pays à en être sorti et qui avait déjà pu travailler justement pour éviter cette surchauffe, la surchauffe que nous, on connaît dans les pays occidentaux. Alors, l'inflation, il y en a beaucoup moins en Chine. Le problème, c'est qu'ils sont à nouveau face à une recrudescence des cas de Covid. Alors, la différence avec nos pays, c'est qu'ils ont une stratégie zéro Covid, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait absolument de cas et de contagions qui ne pourraient pas tarder. Pourquoi? Parce que le système hospitalier est en plus mauvais état que le nôtre, par exemple. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment le plus longtemps possible. Le Xi Jinping a fait le choix de la crise sanitaire versus la crise économique. Il faut à tout prix d'abord contrôler la crise sanitaire avant de relancer l'économie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont largement les moyens de le faire, beaucoup plus que dans les pays occidentaux. Le problème donc, c'est ces cas qui sont en train d'exploser. Alors, bien sûr, le gouvernement a fait énormément d'efforts et c'est en train de baisser. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle et c'est pour ça que nous aussi également, nous sommes investis sur la Chine. Le seul souci, ça va être la vaccination, parce que vous savez que le pays est faiblement vacciné, donc il y a eu un faible taux d'immunisation. Et donc, à chaque fois qu'ils vont réouvrir les vannes, comme on dit, il y a un risque que les cas de contamination repartent à la hausse. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un pays, donc, comme je le disais, qui a les moyens de relancer son économie, puisque l'inflation reste basse, les taux ont déjà été remontés. Donc, on a un décalage entre cette zone et le reste du monde. Donc là aussi, pas mal de choses à faire sur la Chine, tout en restant vigilant, parce que probablement qu'on aura cette politique de stop and go pendant un moment. En tout cas, en attendant les fameux vaccins chinois, parce que vous le savez aussi, la Chine a refusé de se vacciner avec des vaccins occidentaux et veut le faire avec ses propres vaccins. Et sauf que celui qu'ils utilisent actuellement ne fonctionne pas bien. Et donc, ils attendent avec impatience le nouveau à base d'ARM, qui probablement permettra donc une réouverture plus forte de son économie. Et donc, une zone qui garde de l'intérêt, mais qu'il faut investir avec attention. Ce sont les deux points d'interrogation, inflation et Chine. Bien sûr, les deux sont liés, parce que la Chine reste quand même l'usine du monde. Donc forcément, quand elle confine, et encore une fois, le confinement chinois n'est pas le confinement que nous avons connu en France, par exemple, c'est un confinement total. Et donc, ils sont obligés, en tout cas pour beaucoup de zones, de fermer les usines. En tout cas, elles fonctionnent pas à 100%. Et donc, forcément, ça désorganise toute la chaîne de production et d'approvisionnement dans le monde et crée donc cette inflation. Donc, les deux sont liés. Ça commencera probablement par une amélioration de la Chine. Donc, c'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est une zone qui est favorisée chez nous,
avant donc, de voir des répercussions favorables sur le reste du monde. Ok, bah, je te remercie Mathieu pour cette première partie macroéconomique. On va maintenant passer un peu à la présentation de tes services, enfin de ton service et de l'équipe dont tu fais partie. On connaît Rothschild & Co pour ses nombreux fonds qu'on utilise directement, comme par exemple Airvalor que nos clients ont certainement en portefeuille ou Airco thématique Silver Plus. Mais la société de gestion a une autre expertise. Et c'est un service dont tu fais partie et que tu vas nous présenter. Oui, alors effectivement, on a une équipe assez importante, hein, puisqu'on est plus de 11 à investir ou à analyser directement dans cette équipe. On gère pratiquement 5 milliards d'euros, donc c'est aussi ça conséquent. Mais surtout, le point important, je pense, hein, c'est qu'on est une équipe qui a plus de 20 ans d'ancienneté et avec une moyenne d'expérience de 20 ans. Donc, tout ça pour dire que, par exemple, sur le slide d'après, on peut voir Marc Terrasse, par exemple, hein, qui est le responsable de l'équipe. Il est là depuis le début, donc depuis 21 ans. C'est lui qui a lancé l'équipe. Et si vous regardez en détail au niveau notamment de la gestion en rouge, hein, on est là depuis très longtemps. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. On a connu plusieurs crises, donc ça aussi, c'est important. Ça nous a permis d'évoluer dans différentes conditions, de faire bien sûr de la performance, mais bien aidé par de nombreux analystes. C'est là aussi, hein, on a une équipe qui est vraiment nombreuse. Et puis, on peut également compter hein, sur d'autres départements de la banque sur lesquels on s'appuie, notamment pour la thématique ESG hein, qui prend de plus en plus important dans notre gestion. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en termes d'expérience, d'expertise et d'ancienneté, on a une équipe qui est vraiment solide à ce niveau-là et qui travaille ensemble depuis très longtemps. Alors, au niveau de l'organisation et du process d'investissement, Je je pense préciserai que juste, vous êtes situé à Paris, du coup, toute l'équipe, tous ensemble dans les mêmes oui, locaux. on est à Paris, on est tous dans le même bureau. Hmm. Donc là aussi, hein, ça permet la proximité, l'échange d'informations. Ouais. Voilà, on travaille tous ensemble sur Paris. Le point très important, je pense, hein, en tout cas de notre équipe et de notre expertise, c'est l'architecture ouverte. C'est une vraie architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on est complètement indépendant des fonds de la maison. Alors, tu l'as mentionné, hein, il y a des stratégies fortes chez Rothschild, Airvalor, thématique Silver. On a la gestion value également européenne hein, qui est reconnue, mais Rothschild ne sait pas tout faire. On a d'autres fonds, mais que nous considérons peut-être moins bons que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans le monde entier les meilleures expertises au niveau des classes d'actifs. Hein, vous voyez donc en bleu, hein, donc au niveau, dans les actions, les obligations, la partie donc, alternative et monétaire, d'aller chercher donc, dans ces classes d'actifs-là différentes zones. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils. Hein, c'est ce qu'on appelle des fonds niches. On n'a pas de fonds d'allocation. On a des expertises à chaque fois. Donc, on va avoir un fonds spécialisé sur les actions américaines, spécialisé sur les actions japonaises, sur les actions chinoises, etc. Et c'est donc d'aller chercher ces expertises dans le monde entier, de niches, qui vont nous permettre donc, de constituer une liste d'achat donc, conséquente, hein, puisqu'on travaille avec plus de 350 fonds. Mais vraiment, encore une fois, c'est de proposer, donc, suite à notre allocation, les meilleures idées avec les meilleures sociétés de gestion et pas que mettre des fonds Rothschild qui ne seront pas forcément les meilleurs dans certains domaines. Encore une fois, on a des expertises, mais on n'a pas des expertises dans tous les domaines. Sur la partie suivante, on a donc notre processus d'investissement. Donc, on a 3 blocs. Le premier en bleu, c'est la partie gestion. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on est 5 gestionnaires. On travaille donc tous ensemble, côte à côte, toute la journée. L'idée, là, c'est vraiment de déterminer un scénario de marché, donc à court, moyen et long terme. Donc là aussi, hein, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres avec des brokers, des stratégistes, des économistes, de différentes sociétés de gestion également, pour pouvoir nous faire donc, une idée de la situation macroéconomique et de là, donc, de faire découler un scénario macro pour les prochains mois. Vous avez sur le bloc jaune, donc, qui est la deuxième partie de l'équipe, hein, on est une équipe vraiment bicéphale, la partie gestion et la partie analyse. Donc là, on a des analystes qui sont spécialisés par secteur, comme je vous le disais tout à l'heure. Là aussi, des analystes qui sont là depuis très longtemps. Hein. Lynn, par exemple, la responsable de l'équipe d'analyse, elle a plus de 15 ans d'expérience. Ça fait 15 ans qu'elle est sur les actions européennes, donc elle a vraiment une spécialité. Elle connaît tous les gérants de la place. Mais depuis très longtemps. Et là, l'idée aussi, hein, on va en parler juste après, c'est de fournir donc à l'équipe de gestion le plus d'idées possibles, le plus d'expertise. Donc, bien sûr, en faisant remonter également l'information, parce qu'il y a de l'information à aller chercher au niveau des gérants et au niveau de leur expertise. Et c'est énormément de meetings. Hein, donc, chaque fonds qu'on a dans notre liste d'achat, c'est au minimum 2 rencontres physiques, bon, ou moins physiques à cause de Covid, mais normalement physiques, pour faire un bilan semestriel, plus, si besoin,
avec des due diligence qui sont très importantes, hein, à la fois sur la partie opérationnelle et la partie investissement. Donc, d'avoir quelque chose de très complet. Vraiment, le point le plus important, hein, pour un analyste quand il rencontre un gérant, c'est d'être sûr que le gérant fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Pour nous, c'est le plus important, puisqu'on veut vraiment, quand on achète le fonds, avoir une idée de ce qu'il va faire dans les prochains mois et pas l'acheter juste parce qu'il a fait une bonne performance sur les mois précédents. Et ça, c'est très important. Et enfin, donc voilà, donc le bloc 3, vous l'avez compris, c'est donc l'échange entre les deux premiers blocs au niveau de la construction du portefeuille. Donc, bloc gestion, on a la partie top-down, donc macroéconomique, quel est mon scénario? Et en fonction de ce scénario-là, grâce à l'équipe d'analyse, on va aller chercher les meilleures idées qui correspondent à notre scénario. Sur le slide suivant, on a un petit descriptif rapide, hein, juste pour vraiment pour signifier à quel point on va loin dans le processus de sélection, hein, puisqu'il existe quand même plus de 10 000 fonds dans l'univers des fonds mutuels. Donc, bien sûr, les 10 000 fonds, on ne les connaît pas. Je vous le disais tout à l'heure, on est spécialisé, les analystes sont spécialisés, répartis par expertise, par niche. Et donc, l'idée, c'est donc déjà de travailler cet univers pour sélectionner, catégoriser les fonds. Et ensuite, à travers différents filtres, les premiers quantitatifs, hein, bien sûr, on ne cherche pas des petits fonds, on ne cherche pas des fonds récents, on cherche des fonds qui sont établis, avec des gérants reconnus, etc. Donc déjà, ça, c'est un premier filtre qui nous permet de bien réduire le nombre de fonds disponibles. Et ensuite, une fois qu'on a effectué ces premiers filtres, là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'aller vraiment dans les détails de la sélection, rencontrer les gérants, leur parler, rencontrer leurs équipes, aller sur place même, pour pouvoir voir comment ils travaillent. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ce que les fonds seront capables de faire et pas uniquement choisir un fonds parce qu'il a bien performé sur les 6 derniers mois. Dans notre liste d'achat, à tout moment, vous avez à la fois des fonds qui ont bien performé et des fonds qui ont moins bien performé. L'idée, c'est vraiment, quand le fonds a moins bien performé, c'est de comprendre pourquoi il a moins bien performé Oui, c'est et de ça. le garder parce qu'il a un style bien particulier. Et typiquement, hein, vous le savez, la croissance a été le style que tout le monde a vu et sur lequel tout le monde a gagné pendant des années. Depuis 18 mois, ce n'est plus le cas, c'est plutôt la value. Et donc, forcément, pendant des années, les fonds value, hein, bon, typiquement les expertises qu'on connaît sur la partie Europe, ont sous-performé tous ces fonds-là de croissance. Et depuis 18 mois, c'est l'inverse. Mais on savait très bien que ces fonds value sous-performaient parce qu'ils étaient value. L'idée, par contre, c'était d'avoir les meilleurs fonds value pour pouvoir les acheter et pour pouvoir qu'ils surperforment au moment où on pensait que ça allait surperformer. Et typiquement, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, voilà pour la présentation de notre processus. Oui, c'est surtout d'avoir l'idée des fonds qui sont compris et qui disent ce qu'ils font, ou le gérant dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Comme ça, vous avez une bonne transparence. Alors, juste Exactement. un petit relationnel, là, on parlait de 10 000 fonds. Et en général, dans les contrats d'assurance vie, on en est plutôt à 1 000 fonds sur les très bons contrats ou sur les belles listes d'unités de compte. Et un univers un peu plus large, ça permet surtout souvent de réduire des frais, d'avoir accès à d'autres types de gestion, souvent plus qualitatives. Donc, on vient sur Oui, un alors spectre sur la partie frais aussi, je pense que ça peut vous intéresser. ouais. L'intérêt aussi de travailler avec notre équipe, c'est qu'on a accès aux parts les moins chargées, aux parts institutionnelles, sur lesquelles les frais sont souvent 2 fois moindres que ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, C'est ça. voilà. Donc, si je synthétise pour les clients, vous créez un fonds qu'on va appeler un fonds de fonds où on va mettre à l'intérieur d'autres fonds. Et vous Exactement. vous occupez de faire la sélection des supports, l'allocation d'actifs en fonction de votre vision macroéconomique. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est une très bonne transition par rapport aux problématiques que rencontre le cabinet. Alors, comme vous le savez, on avait déjà un fonds dédié avec l'entreprise Gutenberg Finance qui s'appelait Gutenberg Avenir, qu'on a ouvert courant 2017. On était un petit peu moins satisfait des performances et du suivi. On ne va pas critiquer cette entreprise, mais on cherchait quelque chose de plus poussé pour nos clients, de plus fin et de plus réactif. Et c'est pour ça qu'on a été séduit. On a rencontré plusieurs sociétés de gestion. Et on a été séduit par l'approche de Rothschild qui est très processée, qui est très stricte et qui apporte beaucoup de sérieux, de plus qu'il y a une très grosse équipe de gérants qui est là pour nous supporter. Donc, on a décidé de mettre fin au fonds Gutenberg Avenir en créant P2C Harmonia, donc qui est le nouveau fonds pour P2C pour Patrimoine Consultant Colmar. Harmonia, qui est un fonds similaire au fonds Gutenberg Avenir. Donc là, vous voyez les caractéristiques. Donc, c'est un fonds patrimonial qu'on va appeler équilibré et qui va être aussi appelé de temps en temps flexible. Donc, c'est un fonds qui va pouvoir investir à la fois en actions, à la fois en obligations. C'est un petit peu comme un 4x4 qui n'investit pas 100% en actions ni 100% en obligataire,
il est entre les deux et il a la capacité de plus ou moins investir en actions en fonction des zones géographiques. Donc, c'est un 30-70% actions et 20-70% obligations. Alors, les petites différences qu'on va pouvoir trouver par rapport à l'ancien fonds, c'est d'une part une société de gestion qui a un petit peu plus pignon sur rue, qui est beaucoup plus étoffée et qui affiche beaucoup plus de sérieux. C'est ce qu'on recherchait, avoir vraiment une vraie structure et un vrai accompagnement. Et c'est là où Mathieu vient nous aider sur la gestion du fonds et qui le fait très bien. En tout cas, le fonds est créé depuis déjà quelques semaines et il fonctionne bien. Il supporte déjà la baisse. Il va avoir également un petit peu plus de stratégie décorrélée, vous voyez, 30% maximum. Là, on s'est donné plus de capacité là-dedans. Il va être article SFDR 8. Alors, ça ne parle pas beaucoup. C'est la nouvelle réglementation qui est arrivée il y a bientôt 1 an qui vient encadrer tout ce qui est investissement socialement responsable, ISR, ça c'est le label. Mais ça vient encadrer tout ça. Les articles 8, c'est des articles qui ont l'intention de promouvoir tout ce qui est ISR, donc qui ont une volonté d'investir dans ce domaine. Donc, on avait un fort souhait pour le cabinet que le fonds puisse participer à ça parce que c'était une demande de vous, les clients. L'article 8 va s'opposer juste pour expliquer aux articles 9 qui ont un objectif bien précis en termes de développement durable et aux articles 6 qui n'ont pas d'objectif. Donc, nous, on a souhaité avoir du moins pas un objectif parce que c'est compliqué, mais on a souhaité promouvoir l'investissement socialement responsable au travers de ce fonds pour nos clients. Le dernier avantage aussi en comparaison au précédent fonds, c'est les frais. On en a parlé à l'instant avec Mathieu. Le précédent fonds, on avait un peu plus de difficultés à maîtriser les frais. Et là, on arrive avec Rothschild avec un peu plus de poids et on compte maintenir beaucoup plus les frais courants du fonds au travers de ce nouveau produit. Donc, pour parler un petit peu plus de vos contrats, donc c'est un fonds qui est bien sûr qu'on est en train de référencer sur les différentes compagnies d'assurance. Il est dès à présent disponible sur Cardif, Generali. Il va l'être courant de l'été sur UAF, Swiss Life et Viplus. Donc, si vous avez des questions concernant le fonds, si vous souhaitez le faire rentrer en portefeuille, on va certainement vous contacter afin de faire des changements ou de l'intégrer. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Il faut savoir que le gros intérêt pour nous, et je fais un parallèle avec la présentation du début de Mathieu, où il a tiré un début d'année assez compliqué sur les marchés financiers, mais un outil comme ça, pour nous, c'est quelque chose de très positif parce que ça nous permet de réagir rapidement sur l'ensemble des portefeuilles parce qu'on n'est plus obligé de bouger ligne par ligne les contrats directement, c'est-à-dire de contacter les clients, de faire des arbitrages sur les contrats. Là, on a simplement à avoir Mathieu, essayer d'échanger avec lui parce que le cabinet est conseiller du fonds, donc on peut donner notre mot pour la gestion et essayer de soumettre des idées à Mathieu dans la gestion du fonds. Donc, on peut directement influencer sur la gestion et répercuter les mouvements directement dans le fonds et non plus sur les contrats. Ce qui, pour nous, est un gain de temps et je pense que c'est une sérénité aussi pour les clients de savoir qu'on est là et qu'on peut avoir un poids dans la gestion. Note encore, c'est qu'en plus de ça, on a un conseiller qui s'appelle Patrick Delarocque de la société Concelli qui nous accompagne également dans tout ce qui est allocation d'actifs. Donc, nous, on échange avec lui sur nos vues économiques. Ensuite, on vient parler de ça à Mathieu, qui est le gérant, et à Rothschild, qui sont là pour valider tout ce qui est choix de gestion. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Mathieu, je te remercie pour cette présentation et je vous dis à bientôt. Au revoir.